On se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. On va tout de suite écouter le Premier ministre Édouard Philippe. Il s'est exprimé ce matin. C'était le moment de la restitution du grand débat. 2 mois de consultation, une centaine d'heures de débat. Et cette conclusion, il y a une tolérance fiscale zéro. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. Il va parler encore demain à l'Assemblée, mercredi au Sénat. Avec ce seul message, nous devons baisser les impôts. Écoutez-le. La première exigence, c'est en fait une immense exaspération fiscale. Cette exaspération, elle ne date pas d'hier. Mon gouvernement en assume sa part de responsabilité. Il en a d'ailleurs tiré un certain nombre de conséquences en annulant la hausse de la taxe carbone. Mais bien avant la hausse de cette taxe, cette exaspération avait atteint des sommets. Dans toutes les catégories de la population, notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent clairement la direction à prendre. Nous devons baisser, et baisser plus vite, les impôts. Alors, peut-on réellement baisser les impôts? C'est la question que je vais vous poser. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Claude Dacier, Clément Viktorovitch et Karim Zerebi. Merci d'être avec nous comme tous les soirs. Bonsoir. Nous sommes avec Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire. Bonsoir. Avec Roland Lescure, bonsoir, député de La République En Marche. Bonsoir. Et avec Frédéric Medjean, gilet jaune, colistier du ralliement d'initiatives citoyennes, une liste de gilets jaunes pour les européennes. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut vraiment, Jean-Claude Dacier, baisser les impôts? Est-ce que, sans faire de démagogie, je sais pas. On a la marge ou pas? Le Premier ministre n'est peut-être pas allé au bout, puisqu'il n'a pas dit... Bon, c'est pas à lui de le faire. Hein. Il n'a pas dit lesquels. Pris qu'il est, bien évidemment, par le calendrier, c'est au Président de la République de l'annoncer. La feuille de route est ambitieuse. Je trouve qu'il n'a pas dit que ça. C'est vrai que s'il s'était contenté de constater cette exaspération fiscale des Français, un bon sondage aurait suffi. Il y a plus que ça. On y reviendra sûrement dans la discussion et dans le débat. Il y a aussi quand même un constat que la France va mal. Alors ça aussi, on le savait sans doute, mais que la démocratie française fonctionne mal. Qu'un certain nombre de Français qui vivent notamment dans les provinces, on ne doit plus dire provinces, dans les territoires, vivent ça comme un abandon, comme un manque de considération, comme des difficultés de tous ordres. Tout ça, c'est quand même pas mal qu'il l'ait dit. Maintenant, le constat est posé. Il va falloir passer à l'action. Dans quelques jours, il faudra évidemment passer au plus difficile, c'est-à-dire les décisions. Et le concret. Les actes, le concret. Alors, et là, on aura... Rapidement, un petit tour de table. Clément Viktorovitch, il a été convaincant. Et encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment baisser les impôts comme il le dit? Il n'a rien dit. Non mais il a rien dit, c'est-à-dire que baisser les impôts, ça ne veut rien dire. Baisser les impôts pour qui, pourquoi et comment? C'est ça qui veut dire quelque chose. Baisser les impôts, si c'est baisser les impôts de tout le monde, y compris des plus fortunés de nos concitoyens, et en parallèle réduire le service public, c'est une politique. C'est celle que veut par exemple Jean-Claude Dacier. Si c'est on va vous laisser tous les deux. Hein. Si c'est baisser les impôts, si c'est baisser les impôts des classes moyennes et surtout des Français les plus défavorisés et d'aller chercher l'argent ailleurs sur les grosses fortunes et les grosses capitalisations, c'est une autre politique très différente. Donc il n'a rien dit. Attendons les propositions. Alors, Roland Lescure, il n'a rien dit, le Premier ministre. Il n'était pas de dire. Moi, j'étais ce matin au Grand Palais. Il a conclu une réunion, moi je pense qu'il a plutôt bien fait, qui a duré 3 heures, dont l'objectif premier, c'était de dire aux Français ce qu'ils nous ont dit. Et effectivement, les Français nous ont dit, j'en ai ras-le-bol de l'impôt, tolérance zéro, et ça, il l'a bien dit. Ils nous ont dit d'autres choses, on y reviendra sans doute. L'objectif aujourd'hui, on est passé de la phase de consultation à la phase de restitution. L'objectif de cette semaine, c'est de dire en gros aux Français, je vous ai compris. Ensuite, il va falloir décider. Il va falloir une semaine entière pour leur dire j'ai compris. Écoutez, aujourd'hui, c'était les garants et les instituts qui nous ont aidés à faire ce grand débat, qui nous rendaient leurs conclusions. Le Premier ministre va s'adresser à l'Assemblée demain. Et est-ce qu'il redira la même chose demain et mercredi, qu'on le sache? Je vous le dirai parce que j'y serai aussi, donc je pourrais vous le dire. J'imagine qu'il va peut-être donner un peu plus de couleur politique à sa vision de ce qui est remonté des Français. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'était vraiment, voilà ce que vous nous avez dit. Il l'a bien fait. C'est l'acte 1 de la sortie du grand débat, enfin, j'ai envie de dire, parce qu'on l'attendait tellement, cette sortie du grand débat. Moi, j'ai vécu ce discours un peu comme le discours du mea culpa. Aucune proposition concrète, mais ce n'était pas le but, apparemment, puisque les propositions, elles sont réservées au président de la République au 15 avril, je crois, par là. Mais c'est le discours du mea culpa. Mon gouvernement assume sa part de responsabilité dans le trop d'impôts.
J'assume personnellement les 80 km/h et le fait de ne pas avoir été peut-être convaincant, suffisamment pédagogue. L'écologie, les Français ont la conscience écologique, ils n'ont pas besoin de taxes. C'est le discours du mea culpa. Mais derrière le mea culpa, quel type de proposition? Quel est le schéma? Quel est le sens? Quelle est la direction? Où ils vont mener notre pays? Et là, aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse. Je me demande comment il va faire pour réitérer devant encore 2 assemblées demain, après-demain, le même discours sans donner plus. Et s'il donne plus, il va aller sur le terrain des propositions, indéniablement. Gabriel Cluzel, convaincu ou pas? Alors, pour le moment, je trouve qu'on est dans un exercice connu, c'est-à-dire le séminaire d'entreprise. À la fin, on restitue, on essaie de faire une synthèse de ce qui a été dit. Mais en effet, dire qu'il a fait des propositions, dire qu'il va baisser les... voilà, ou même qu'il lance un embryon de changement, ce n'est pas le cas, puisque, en effet, réduire les impôts, ça revient à dire on reste gratis. Par ailleurs, il faut quand même reconnaître que sur le but étant quand même de répondre aux Gilets jaunes, entre les gilets jaunes historiques du départ, qui étaient plutôt des PME ou des classes moyennes, et puis certains manifestants plus proches de la France insoumise, les demandes en termes d'impôts ne sont pas les mêmes. Il y en a qui veulent mieux d'impôts, c'est-à-dire un impôt dans lequel ils se retrouvent et pas forcément moins d'impôts. Donc là, pour le moment, on satisfait tout le monde et on s'engage pas beaucoup. Là, la deuxième question, mais je pense qu'on l'abordera, c'est de savoir est-ce que vraiment ce débat est représentatif? Est-ce que la base qui a répondu, parce que moi je me pose quand même des questions sur la nature des revendications qui sont remontées. On va en parler dans un instant. Frédéric Medjean, Gilets jaunes, donc est-ce que ce que vous avez entendu dans la bouche du Premier ministre, c'est ce que vous disent les Gilets jaunes, ce qu'ils vous disaient en tout cas sur les ronds-points au début du mouvement? Écoutez, moi ce que je vois, c'est qu'ils ont mis 3 mois pour apprendre à lire une pancarte. Ils seraient venus 1 heure en manif avec nous, ils en seraient venus à ces mêmes conclusions. Donc je trouve ça formidable. Au niveau de la représentativité des gens qui ont participé à ce grand débat, c'est intéressant parce que j'étais en train de regarder les chiffres qui viennent du Centre de recherche politique de Sciences Po. Ils disent 76% de propriétaires, 65% de diplômés de l'enseignement supérieur et 77% de gens âgés de plus de 50 ans. Après, il y a des conclusions à en tirer. C'est quoi le chiffre officiel de combien de personnes ont suivi le grand débat? Alors, monsieur Lescure. Alors, il y a des centaines de milliers. Il y avait 3 manières de contribuer au débat. Et moi, je voudrais insister un peu là-dessus quand même. C'est un exercice inédit. Monsieur Dacier disait tout à l'heure, la démocratie française va mal. Je ne vais pas vous dire qu'elle va bien, mais je pense qu'après ce grand débat, elle va mieux. Il y avait combien de personnes qui ont contribué en tout? Alors, des centaines de milliers, puisqu'il y avait des contributions individuelles. Ça, c'est près de 500 000 Français. Ensuite, il y avait plus de 10 000 réunions publiques. Le gros chiffre. 1,5 million. Allez, 2 millions. Ils disent tous 1,5 million. Donc, de contribution de contributeurs. 1,5 million de contributeurs. Non, mais entre tout. Vous regardez sur Internet. Il y avait les cahiers de doléances aussi. Donc pour vous, c'est pas représentatif, c'est ça? 1,5 million, ça fait quoi? Ça fait 3% des électeurs, ça fait un peu plus de 2% de la population, 12 millions d'euros. Est-ce que vous l'entendez, ça, Roland Lescure, que c'est pas représentatif des Français? Non mais attendez, c'est plus représentatif en termes de nombre que tous les sondages avec lesquels on nous bassine tous les samedis. 3%. C'est plus que vous ne regardez pas du tout? C'est plus... Jamais. Très rarement, en fait. Très Moi, rarement, je me suis promis, j'y arrive pas toujours, que je ne commenterai pas un sondage bon ou mauvais pendant ma mandature. On verra si j'y arrive. C'est beaucoup plus que les manifestants qui restent tous les samedis. Je veux dire, c'est quand même beaucoup de monde. Vous avez raison, c'est pas 60 millions de Français qui se sont saisis de cet exercice. C'est la première fois, à la fois au monde et en France, qu'on fait ça. Dire c'est inédit. En plus, on va le voir. Merci qui? Toutes les données. Non mais merci les Gilets jaunes. Moi je suis prêt à vous le dire. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez déclenché un mouvement qui, je pense, nous a tous dépassés et qui maintenant, je dirais, montre l'exemple. Alors, ce qui a été dit ce matin, quand même, c'est vachement intéressant. Toutes les données vont être transparentes. Et ça, c'est les garants qui ont insisté pour le faire. Vous allez pouvoir, vous tous, moi le premier, faire votre travail pour effectivement vous assurer que les chiffres que vous avez donnés, qui à mon avis représentent que les contributions individuelles, pas les gens qui étaient dans les débats. Moi j'en ai fait quelques-uns des débats, je ne sais pas si vous en avez fait. En fait c'est l'exact contraire. Il n'y avait pas que des cadres supérieurs, loin de là. Mais si monsieur, les chiffres du Cevipof, l'étude du Cevipof qui est citée, elle se fonde sur les 10 000 réunions précisément. Elle se fonde sur les 10 000 moi, je peux vous dire que j'en ai fait dans la Creuse, c'était pas des cadres supérieurs. Hein, non mais on a une étude sérieuse qui est faite par le laboratoire de recherche de Sciences Po qui montre
effectivement que dans ces fameuses réunions locales, il y avait, c'est vrai, 3/4 de personnes de plus de 50 ans, 3/4 de propriétaires. Et c'est un chiffre qui mérite d'être commenté. 2/3 des présents qui disaient s'en sortir facilement ou plutôt facilement avec leurs revenus. Donc ce qu'on voit, c'est que les personnes qui ont participé au grand débat ne sont pas du tout celles qui l'ont initié, parce que les Gilets jaunes ne se sont pas reconnus dans une procédure qui, depuis le début, a été contrôlée, cadrée et limitée par le gouvernement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Chantal Joanneau, c'est les garants eux-mêmes qui le disent. Chantal Joanneau, me lancez pas. Mais les garants eux-mêmes, monsieur. Elle avait qu'à le faire, le grand débat. Les garants eux-mêmes le disent, monsieur. Les garants. Alors, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Gabriel Cluzel, après Roland Lescure. Gabriel Cluzel. C'est un phénomène psychologique assez connu, même dans le cas de conflits familial ou de voisinage ou conjugal, tout ce que vous voulez. Pour débattre, pour accepter de débattre, il ne faut pas être trop fâché. Souvent, ceux qui sont venus, je le constate, si j'ai bien compris la nature des participants, c'était des gens qui avaient souvent voté Emmanuel Macron, mais qui étaient déçus à la marge, donc qui faisaient des ajustements. En revanche, les très fâchés, comme le lien de confiance est rompu, nombre d'entre eux se sont dit de toute façon, on ne m'écoutera pas, je n'ai pas envie de lui parler, je suis en colère. Je pense que c'est un phénomène psychologique assez classique. Moi, des fâchés, j'en ai eu quelques-uns quand même. Moi, non, mais vous pouvez. Voilà. L'idée, c'est que voilà, cette population n'est pas forcément la plus représentative des Gilets jaunes. C'est pour ça que c'était intéressant ce matin. C'est qu'on n'a pas rendu compte juste des chiffres moyens. Et là-dessus, d'ailleurs, les garants, vous avez raison, ont bien alerté là-dessus. On a aussi essayé de donner, ils ont essayé de donner une distribution des choses. Il y avait sur chaque thématique un certain nombre de propositions avec des présentations assez intéressantes sous forme d'arbres. On voyait bien qu'il y avait des propositions qui, même si elles apparaissent marginales, étaient frappantes, y compris sur la justice sociale. Ça va vous faire plaisir. L'ISF a été mentionné, de manière certes marginale, mais il l'a été. Et je pense que ce matin, on a ouvert les livres. Et on va continuer à le faire dans les jours qui viennent parce que... 10,3% ont demandé leur établissement de l'ISF. C'est pas 80%, c'est quand même 10%. Et ça, il faut l'avoir en tête. Alors, Karim Zerebi, vous vouliez intervenir. Le constat que nous faisons, c'est un révélateur de plus de la fracture, de mal de confiance qu'il y a entre des dirigeants politiques et la population dans sa grande majorité. Mais les Gilets jaunes auraient pu participer, les portes n'étaient pas fermées. Je veux dire que... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a senti un doute s'éprendre des Gilets jaunes d'emblée, dès que le débat a été proposé, en disant mais ça vaut pas le coup, c'est pas la peine. Mais ce sont les mêmes Français qui s'abstiennent d'aller voter et qui disent mais pourquoi aller voter, à quoi bon? Donc c'est exactement la même chose. Je veux dire, on est dans le même syndrome là. Donc avant d'effectuer la démarche, on se dit c'est foutu, c'est perdu d'avance, c'est pas la peine d'y aller. C'est dommage cette étape psychologique de la société française parce que c'est les couches les plus fragiles qui réagissent comme ça, c'est les couches les plus vulnérables qui réagissent comme ça. Et c'est c'est pour elles presque que le grand débat a été fait. C'est pour les entendre. C'est pour c'est pas eux qui ont répondu. Et c'est pas elles qui viennent au rendez-vous. Jean-Claude. Et après, il a raison. Je crois qu'il faut qu'on n'ait pas la mémoire courte. Nous devons ce grand ébranlement, qui le sera peut-être, nous verrons ça la semaine prochaine, nous le devons aux Gilets jaunes. Je trouve, moi, dommage qu'il n'ait pas mis un pied dans la porte et qu'il ne soit pas venu, en tout cas les Gilets jaunes des 2 premiers mois, ceux qui avaient des choses à dire, qui avaient des raisons de se plaindre, et qui n'avaient pas la violence tous les samedis après-midi au programme. Cela aurait dû participer au débat. Quant aux autres, les politiques, ils n'avaient aucun intérêt à participer au débat, puisqu'ils avaient déjà décidé que ça ne valait rien, que c'était un truc, que c'était un coup inventé par Macron, pas maladroit d'ailleurs, pour essayer de s'en sortir. Exemple, la France Insoumise. Depuis le début, la France Insoumise dit que tout ça vaut pas un rond, que les gens, évidemment que les gens qui étaient dans ces débats n'étaient pas totalement représentatifs de la société française, bien sûr. Bon, néanmoins, ça a Est-ce qu'on peut revenir un peu à ce qu'ils ont dit dans ceux qui se sont exprimés, c'est-à-dire le ras-le-bol fiscal, baisser les impôts. Frédéric Medjean, vous n'êtes pas contre ça? Vous êtes dentiste, vous, de formation, non? Pourquoi? Parce que vous faites beaucoup d'amalgames, je trouve. Ah, c'est amusant. Oui, c'est amusant. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Vous êtes amusant. J'essaie. Les gilets jaunes du début, ceux qui avaient des revendications, ça veut dire quoi? Que les autres, maintenant, c'est que des violences, c'est ça? Ah il y en a beaucoup, oui. Il me semble-t-il. Mais vous êtes... Mais vous pensez pas que vous êtes quoi? Vous êtes prestidigitateur, c'est ça? C'est ça. Bon, allez, soyons sérieux, là. Faut pas insulter les gens qui sortent dans la rue, parce qu'il y a une minorité de gens qui sont violents, il y a quand même une majorité de gens
qui ont des Alors, revendications. la question que je pose, moi. Qui vous voulez, c'est pas mon problème. Alors, sur le fond, sur la fiscalité, est-ce que vous ne racontez pas des cracks en nous disant que vous allez baisser les impôts, monsieur Lescure? Pour l'instant, ce qu'on vous raconte, c'est pas des cracks, c'est les Français qui le disent. Ouais. Ils veulent qu'on Ah, les mais baisse. c'est ce qu'a dit le On Premier sait ministre. bien. Il faut baisser les impôts, On il faut sait baisser bien les que impôts. face à ça, si on baisse les impôts sans rien faire d'autre, on accroît la dette qui est Ah déjà bah oui, vous pourrez pas, astronomique. Et donc, il faut baisser les dépenses publiques. Et pour baisser les dépenses publiques, pour moi, il y a une véritable révolution copernicienne dans la manière dont on fait du service public. Parce qu'ils n'ont pas demandé que ça, les Français. Ils ont aussi demandé du meilleur service. On baisse les impôts avec du meilleur service. La seule manière de faire ça, vous parliez tout à l'heure des entreprises, quand on doit transformer une entreprise en profondeur, c'est pas avec un rabot qu'on le fait. Il faut vraiment qu'on transforme la manière de faire du service. Quand vous êtes en province, dans un territoire, dans un village aujourd'hui, si vous voulez du service public, vous devez faire 20, 30, 40, 50 km, vous devez aller au Trésor public, à l'URSSAF, à la CAF. Il faut qu'il y ait un véritable service public itinérant qui puisse régulièrement aller dans ces villages et dire, si vous avez un problème... La caravane de l'État? Oui, pour moi, c'est France Service. On a besoin que les services aillent aux Français dans les endroits où ils n'y ont plus accès. Ça, ok, mais ça ne fait pas baisser les impôts pour autant. Ça, à mon avis, ça permet d'améliorer l'efficacité parce qu'aujourd'hui, vous avez 4 guichets. Et donc, vous avez 4 fonctionnaires à payer et qui, en plus, attendent qu'on fasse ces 40 km. Donc, je pense que dans le fonctionnement de l'État, on peut faire des économies. Il faudra aussi, sans doute, trancher dans un certain nombre de dépenses. Et c'est ça qui va être difficile, évidemment. Le Premier ministre n'a pas dit grand-chose là-dessus. Mais c'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, on donne le constat. Mais moi, j'ai assisté à des débats où je posais la question aux Français. Je leur disais, dans quelles dépenses on coupe? Vous savez ce qu'ils me disaient? Je n'en sais rien parce que je n'y comprends rien. C'est une usine à gaz fiscale, la France. Alors, c'est aussi une dans le usine grand à gaz débat dans les que vous dépenses. avez initié, ils disent 28% la défense, 22% la politique du logement. Alors là, oui, effectivement, c'est contradictoire. 40 milliards le logement. 40 milliards. Oui, mais et pour on quel a résultat? Des millions De mal personnes logés. absolument Exactement. mal logées. Clément Viktorovitch. Non, mais on voit bien la France esprit start-up. Alors, on va créer France Service. Donc voilà, en direct, l'annonce de la création d'une nouvelle agence qui va aller à la rencontre. Proposition, pas une annonce. À la rencontre des Français caricature, pour mais oui. remettre, c'est exactement ce que vous avez dit, pour remettre des services publics là où il n'y en a plus. On pourrait trouver ça séduisant. Le problème, c'est que si on fait stricto sensu ça, c'est une augmentation. D'ailleurs, je pourrais même y être très favorable. C'est une augmentation du service public. Le problème, c'est que c'est une augmentation de dépenses. Donc, en fait, votre proposition, qu'est-ce qu'elle cache? Elle cache le fait que vous allez démanteler les services publics précisément de proximité et remplacer ça par quelque chose d'itinérant. Mais pas procès d'intention, monsieur. Sinon, il faut que vous m'expliquiez comment vous allez faire plus de services publics avec moins de moyens, puisque vous nous dites que vous voulez à la fois diminuer les dépenses et en même temps créer cette nouvelle agence France Service qui va aller à la rencontre des citoyens. En réalité, on sait très bien ce qu'il y a derrière cette proposition, monsieur. Il y a la même chose précisément que depuis 40 ans, la suppression des services publics de proximité, des postes dans les villages, des petites lignes de chemin de fer, la fermeture des écoles dans les villages, la fermeture des petites maternités, si bien que les Français sont de plus en plus loin en temps de transport d'une maternité. Voilà, c'est d'ailleurs précisément ce qu'il y a dans la réforme de la santé. Voilà ce qui se cache derrière vos propositions, mais vous avez le droit de le penser. Mais il faut savoir ce que ça implique. Est-ce que vous pensez qu'une maternité qui fait moins d'un accouchement par jour est une maternité qui peut faire accoucher des bébés sans risque? C'est même dangereux. C'est dangereux. Alors, oui, c'est vrai. Vous pouvez c'est une vraie question. C'est une vraie question. Mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus le logiciel. Stop, pas tout le monde en même temps. La réponse de Roland Lescure après Jean-Claude. Que quand on répond, quand on pose une question sur quoi que ce soit, on invente une taxe et on fait, ne vous en déplaise, plus de dépenses publiques. Il est temps qu'on dise, il faut mieux taxer et il faut mieux dépenser. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mieux taxer, c'est pas dans l'air du temps. Hein. Non, mais si mieux taxer, ça veut dire réfléchir à la manière dont on taxe. Aujourd'hui, ce qu'ont dit les Français, c'est on paye trop d'impôts au singulier et on paye trop d'impôts au pluriel. Il y a des tonnes d'impôts en France, on n'y comprend rien. Donc oui, il faut simplifier parce que plus vous avez d'impôts au pluriel, plus ça coûte à collecter. Allez. Il faut qu'on simplifie notre vie. Il y a une idée que j'ai entendue, je ne sais plus chez qui me paraît, moi, relativement économe à mettre en œuvre, qui est le point contact. Un point contact service public partout, ou à peu près partout. On le voit s'esquisser déjà, par exemple, avec la Poste. Dans des petits pays ou dans des stations balnéaires où il n'y a pas grand-chose l'hiver, la Poste ou un commerçant d'à côté fait office de... Je ne sais pas comment ça fonctionne, il faut faire le bilan de tout ça, mais on n'est pas condamné à avoir des services publics qui coûtent la peau des fesses partout
si on n'en a pas les moyens. On peut aussi peut-être être un peu imaginatif et innovant. Il y a des possibilités dans le service public de continuer à remplir ses missions sous des formes différentes. Karim Zeribi, non, mais je pense qu'à un moment donné, bon, voilà, on peut évoquer des formules, on va faire mieux avec moins, machin. Ok, très bien, on peut tout faire, hein, avec les mots, avec les slogans, on peut tout faire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, vous prenez les services régaliens de notre pays, donc on dit on manque d'effectifs pour assurer le maintien de l'ordre, jamais les CRS se sont retrouvés aussi désemparés donc sur le plan des ressources humaines, et on dit dans ce gouvernement, à juste titre, hein, ça date depuis Sarkozy, c'est pas nous, regardez, mais il va bien falloir rattraper. Donc si on rattrape, ça veut dire plus de services publics dans les services régaliens. On dit les gardiens de prison, ils n'en peuvent plus, les prisons, ce sont des cocottes minutes, vous vous rendez compte, ils se font agresser, on a eu un mouvement récemment, il faut plus de gardiens de prison. Absolument. On dit dans les hôpitaux publics, les aides-soignantes, les infirmières, on tire sur la corde, c'est plus possible, elles ne peuvent plus faire leur travail correctement, machin et tout. Ce sont des services publics. On dit le 5e âge, 4e et 5e âge, on parle des personnes très âgées aujourd'hui, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'argent, ben les personnes âgées de votre famille, ben personne ne peut les prendre en charge. Ça veut dire qu'il faudra plus de services publics. Donc moi je veux bien qu'on dise toujours qu'on va faire mieux avec moins. Mais quand ça craquelle de partout, c'est parce que justement il y a moins. Donc, alors après, est-ce qu'il y a une magie qui va émaner du macronisme pour nous expliquer que c'est possible d'avoir moins de femmes et moins d'hommes dans nos services publics pour faire un service meilleur? Mais j'attends que ça, moi, qu'on me le démontre. Oui. Mais pas par des slogans, pas par des mots. Alors qu'après qu'on dise, on peut faire mieux parce que nos services publics sont perfectibles, je dis oui. Ça, vous l'avez souvent dit, en plus. C'est une évidence. Vous l'avez souvent dit, Karim. Mais est-ce qu'on peut faire mieux avec moins, automatiquement? Est-ce qu'on doit être dans ce dogme? En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, excusez-moi, je termine par là, que ceux qui pilotent les politiques, et pas que depuis Macron, mais Macron, il est dans ce truc-là, c'est les 3%. Ceux qui pilotent toutes les politiques publiques de notre pays, c'est le déficit et 3%. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus d'objectifs, il y a plus de... on ne dit plus ce qu'on veut faire, on veut mener la France, on dit on veut respecter les 3%. Comme si on respectait les 3%, tout allait mieux dans le meilleur des mondes. Ce qui est totalement ridicule. C'est pas ce que dit vraiment le gouvernement. Hein. Gabriel Cluzel, un tout petit mot de Gabriel. Je suis quand même un peu inquiète par votre déclaration tout à l'heure au sujet des maternités, parce que la fermeture des petits hôpitaux et des maternités est quand même assez emblématique d'une centralisation à outrance qui a tué la France qu'on appelle maintenant périphérique. Il est d'usage d'appeler périphérique. Vous dites c'est dangereux une petite maternité qui fait pas beaucoup d'accouchements. C'est dangereux, et je le sais pour des raisons personnelles, c'est dangereux d'accoucher loin de chez soi. Donc c'est pas audible pour les gens. Par ailleurs, c'est oublier que ces petits hôpitaux qui ont fermé, ces tribunaux qui ont fermé, et tout ce qui a fermé, la désindustrialisation, tout ce qui a été fermé et centralisé, eh bien, c'est ça aussi qui a détricoté le tissu social. Un hôpital, une maternité qui s'en va, c'est pas seulement une sécurité en termes hospitaliers, c'est aussi du personnel qui s'en va. Allez, on poursuit ce débat dans quelques secondes dans Punchline avec nos invités. À tout de suite. On se retrouve dans Punchline sur CNews pour évoquer la restitution du grand débat par le Premier ministre. Ça commence aujourd'hui, ça ira jusqu'à mercredi. Écoutez, sur les 80 km/h, Édouard Philippe a fait son mea culpa et évoqué sa bonne foi. La bonne foi, c'est celle qui m'a, par exemple, conduit à instaurer le 80 km/h. Parce que je ne pouvais pas accepter l'hécatombe quotidienne qui brise des vies, des familles, des existences. Je voulais sauver des vies. On m'a accusé de vouloir remplir des caisses. Je ne me résigne pas à abandonner cette ambition en matière de sécurité routière. C'est une grande politique publique au service de nos concitoyens. Elle est indispensable. Mais je dois apprendre à composer avec l'incompréhension ou le rejet de certains de nos concitoyens. Renouer avec une forme de confiance, c'est le grand défi de notre génération politique. Jean-Claude, la marche arrière, tout est enclenché sur les 80 km/h? Oh, la marche arrière, non, je pense qu'il va rendre au préfet ou au président de conseils régionaux
ce qu'il n'aurait jamais dû leur enlever. C'est-à-dire que décision de gens qui connaissent un peu le terrain, 80 km/h, oui, bien sûr, sur des endroits, des portions de route où il y a des accidents, où c'est dangereux, etc. Pour le reste, 80 km/h sur une grande partie des 400 000 km qui ont été normalisés, c'est pas une décision raisonnable. En tout cas, elle a été rejetée par les Français. Il devait y avoir une petite raison à ça, oui, quand c'est même. ce qu'il dit, voilà. Karim Zerebi. Non, mais il va renvoyer effectivement aux présidents de conseils départementaux, parce que on parle effectivement des routes départementales qui leur imputent la responsabilité. Mais franchement, après ce discours, je me demande comment il peut faire pour rester Premier ministre. Non, honnêtement, hein. Ah bon, je veux dire, moi, j'ai rien contre lui. Mais en fait, il nous a expliqué dans son discours en totalité, là sur les 80 km/h, en gros, mais qu'il est désavoué, quoi. Je suis désavoué sur ma politique fiscale, je suis désavoué sur les 80 km/h, mais vous vous rendez compte ce qu'il dit? Je voulais sauver des vies. Mais si on a la conviction que ça sauve des vies, on ne recule pas. Si on a la conviction qu'on a raison pour sauver les vies de nos concitoyens, on ne recule pas. Je veux dire, finalement, il fait un discours du mea culpa, en gros, je m'y prendrai autrement, j'ai pas su faire, mais ça fait 2 ans qu'il est Premier ministre. 2 ans qu'il est Premier ministre, et la sortie du grand débat, la première séquence, c'est un mea culpa du Premier ministre sur l'échec de sa politique fiscale, 80 km/h, les mesures prises pour le climat. Franchement, comment peut-il rester sur l'autorité? Comment peut-il pour la République en marche? Est un peu sévère. D'abord, résumer 2 ans, franchement. résumer 2 ans de politique aux 80 km/h et à l'écotaxe, je pense que c'est un peu aller vite en besogne. C'est plus que les non, c'est l'écotaxe. Il a bien insisté, on est revenu et on a annulé l'écotaxe. L'exaspération fiscale, c'est plus que l'écotaxe. Effectivement. Excusez-moi, hein, le terme exaspération fiscale dépasse l'écotaxe. Vous l'avez dit, et il a dit, elle date pas d'hier, l'exaspération fiscale, puisque ça fait 40 ans que ça monte des deux côtés, dépenses et recettes. On ne peut pas, d'un côté, dire faut changer la manière de faire la politique, et de l'autre, quand quelqu'un reconnaît qu'il s'est trompé, soit sur la méthode, soit sur la communication, lui jeter la pierre. Qui voulait sauver des vies, et donc je recule parce que on m'a critiqué. Non, si vous voulez sauver des vies, vous êtes Premier ministre, vous ne reculez pas. Vous l'avez pas écouté jusqu'au bout. Il a dit je ne me résigne pas de ce point de vue-là. Donc, moi, je ne suis pas dans la stratégie. Je ne résigne pas, mais je renvoie la décision au territoire. Frédéric Medjan. Non, il n'a pas dit ça pour l'instant. Non, mais il faut que... Non, pour l'instant, il ne l'a pas dit. Je sais qu'on est tous impatients. Il dit renouer avec une forme de confiance, c'est le grand défi de notre génération. Mais c'est très important aujourd'hui. Il faut qu'on change de style, et notamment de la manière dont on interagit avec les Français. Ça, vous nous l'avez dit tous, tout au long de l'automne. Et si on n'est pas capable, tous ensemble, de dire parfois « je me suis planté », on ira dans le mur. Et là, je pense qu'on est en train d'organiser un exercice qui n'est pas parfait. Des fois, je me suis planté, ça amène à prendre des décisions aussi. Mais ça va venir, mais soyez patients. Mais des décisions encore une dizaine de jours, ça va venir. Frédéric Medjan pour les Gilets jaunes. Je suis en désaccord avec Karim Zerebi. Alors, mais honnêtement, si sur les 80 tous les km/h. hommes politiques ont des aveux doivent démissionner, il n'y a plus personne. Mais quand tu as mis en place pendant 2 ans, quand tu as mis une politique pendant 2 ans, et qu'au bout de 2 ans, tu te dis, je suis désavoué sur tout ce que j'ai fait. Non, à un moment donné, je ne sais pas si tu es un peu gaulier. Je vais passer la parole à Frédéric Medjan, s'il vous plaît, Vous vous messieurs. rendez compte de ce qui se passe? On a des gens qui sont éduqués, qui ont fait des études pour nous diriger. C'est absolument affreux. Ces gens-là qui se sont présentés aux élections, qui nous ont dit on est compétents, on a les solutions, votez pour nous. Vous êtes en train de nous demander à nous, des gens du peuple, on n'y connaît rien, quelles sont les solutions? C'est quand même dramatique. Mais c'est exactement ce qui se passe. Et le pire, c'est que c'est nous qui vous le demandons. Mais c'est terrible. Il y a un désaveu de la classe politique de manière générale, honnêtement. C'est terrible. Je pense que je peux me tromper, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas sondeur, mais je pense que ces élections européennes qui ne sont pas très suivies vont être peut-être un peu plus suivies. Ça peut réserver des surprises, mais les élections européennes, ce sont des élections européennes, mais les municipales, ça va faire super mal. Ça va vraiment faire super mal. Clément Viktorovitch, sur les 80 km/h, est-ce qu'a dit sur la bonne foi le Premier ministre? Sur les 80 km/h, il y a une flagrante incohérence dans le discours du Premier ministre. Parce que, d'une part, il nous dit qu'il ne peut pas accepter l'hécatombe quotidienne, qu'il voulait sauver des vies, qu'il ne se résignait pas à cela. Et en même temps, il nous dit qu'il faut apprendre à composer avec le rejet des Français. On ne peut pas dire les deux ensemble. À un moment donné, la mauvaise foi politique a ses limites. Soit vous êtes lui parle de bonne foi, Clément. Hein, vous êtes sur mauvaise foi. Mais moi, précisément, je l'accuse d'être sur ce point-là de mauvaise foi. Et je vais essayer de vous le démontrer. Car, enfin, soit il croit en ce qu'il dit, soit il croit que sa mesure
telle qu'elle a C'est ce été que dit votée, Karim, c'est ça. permettait Qu'elle de lutter pouvait sauver contre une des vies. hécatombe Ok. et de sauver des vies. Ok, Auquel Clément. cas, il faut se battre pour la garder. Soit il croit qu'il s'est trompé et que ce qui émerge du grand débat a une valeur et il dit je me suis planté, j'ai entendu. Mais on peut pas dire les deux en même temps. Il faut choisir en politique. Il faut un peu de cohérence. Et là, de la cohérence dans les propos du Premier ministre, il n'y en a pas. Pas tous en même temps. Attendez, on est au moment des constats. Et le constat, dans toutes les dimensions de ce grand débat, transition écologique, fiscalité, services publics et 80 km/h, c'est que la France est pétrie de contradictions. Oui, quand on demande aux Français, et vous avez raison, quand on demande aux Français ce que vous voulez, ils nous renvoient des contradictions qui sont aussi les nôtres. Et effectivement, tout l'enjeu de la décision qui va venir, Monsieur Zerébi, soyez patient, d'ici quelques jours, ça va être d'apporter une réponse à ces contradictions. Sur le 80 km/h, il y en a des réponses, vous en avez évoqué certaines. On peut garder l'essence de la mesure et l'adapter au terrain. Donc il y a des réponses. Mais donnez le temps, parce que cette deuxième étape, sinon les gens comme vous vont rester furieux. Si on ne dit pas aux Français, on vous a écouté. Clément, c'est pas blanc ou noir. Il est Évidemment. parfaitement possible que le 80 km/h ne soit pas abandonné, mais qu'il soit réservé aux zones effectivement dangereuses. Elles le sont pas toutes. Frédéric Méjean. C'est exactement. C'est ce qu'il fallait faire au départ. C'est exactement. Stop, pas tous en même temps. Laissez parler Monsieur Méjean. C'est pitoyable. Excusez-moi. S'il faut traiter ça comme une mesure de sortie du grand débat, mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de Mais dire. vous réduisez ça. Qu'est-ce qui vous arrive là-haut? C'est dramatique. Il y a 1 million. Personne n'a dit que ça allait se résumer aux 80 Excusez-moi, c'est le km/h. discours de sortie du grand débat. Mais il y a pas que a ça. quand même passé un peu de temps. Mais il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Mais Gabriel Cluzel, allez. on a le sentiment que Édouard Philippe ou le gouvernement se dit ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est 80 km/h, et puis la taxe carbone. Donc en retirant cette goutte d'eau, le vase va cesser de déborder. Sauf que c'est rarement ainsi que ça se passe. Donc reste à Ils savoir vont si... pas la retirer, ils vont la retirer là où elle est inutile. On va changer le vase. que ça serve à quelque chose. Laissez parler Gabriel Cluzel, allez. J'ai pas pu finir ma Oh, phrase. mais non, À la mais place on d'une peut jamais décision- faire une phrase. À la place d'une décision Ah. centralisée, on rend le pouvoir à la région, au territoire. Ok, on vous C'est a pas- entendu. c'est pas Gabriel, stupide. terminez votre raisonnement parce que là, avec tous ces hommes qui vous interrompent, on va pas s'en sortir. Donc, je reprends ce que je disais. En effet, il me semble que ce qui est en jeu ici et ce qui paraît en effet un peu dérisoire, c'est qu'on se dit, pour sortir du grand débat, on va revenir sur les 80 km/h, on va revenir sur l'écotaxe et embrassons-nous Folleville, tout va s'arranger et c'est reparti comme en 40 et tout va bien se passer. Malheureusement, quand le vase déborde, c'est tout qui déborde. Et finalement, le 80 km/h était un totem et il est évident que s'il n'a pas une autre annonce que celle-là, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Alors, ce qui est intéressant, je vous passe la parole, Clément, là-dessus, c'est que dans les propositions pour une fiscalité plus juste et plus efficace, dans ceux qui ont participé à ce grand débat-là, un tiers demande que tous les Français payent un impôt sur le revenu. Un tiers demande que tous les Français payent un impôt sur le revenu. Ça vous surprend? Non mais alors, sur cette question-là, il faut avoir un débat extrêmement pragmatique. Il faut évaluer quel est le coût de collecte de l'impôt sur le revenu. Et c'est une question qui en fait est assez compliquée à trancher. Moi, je ne suis pas pour que, d'une manière symbolique, on fasse payer 1 euro d'impôt à des gens qui n'ont déjà pas d'argent, qui ont déjà du mal à boucler leur fin de mois. Tout ça pour que ça coûte de l'argent à l'État, juste pour une raison symbolique. Ce serait absurde. Donc là, En dessous de 70 euros, ça coûte de l'État à l'argent. là, pour collecter, pour moi, c'est ça, hein. il y a vraiment une question technique. Mais sur le grand débat, le Premier ministre commence par nous dire que ça n'est pas un sondage, qu'on n'a pas recueilli l'avis des Français, puisqu'il n'y a pas de représentativité, qu'on a recueilli la parole de certains Français. Bon, soit. Et derrière, il nous explique, lors de cette grande restitution, c'est un moment important quand même, ça fait 2 mois maintenant qu'on attend ça, il nous explique que, eh bien, dans ce grand débat, on a découvert que certains Français voulaient baisser l'impôt. Surprise! Surprise, il y a des Français qui veulent baisser l'impôt, c'est une découverte. On nous explique que, après 2 mois de grand débat, on s'est rendu compte que certains Français étaient contre les 80 km/h. Surprise! Mais personne ne le savait. C'est ok, très Clément. intéressant. On a découvert que certains voulaient rétablir l'impôt sur la fortune. Surprise! C'est une grande découverte, personne ne le savait. 10,3%. Tout cela, d'entre moi, ceux qui ma ont seule- participé. juste une question. Ouais. Tout cela, pourquoi faire? Soyons sérieux. Les propositions, Bah, les écoutez les contributions, je le dis depuis le début, ont été analysées avec des dictionnaires automatiques. Elles n'ont pas été lues par des êtres humains. Si jamais il y a des propositions originales dans les contributions, le gouvernement y était aveugle. Pour quelle raison? Parce que les contributions ont été mal traitées. La plateforme a été mal programmée, de sorte que s'il y a des contributions originales, elles sont perdues au milieu. Bref, tout ça a été fait n'importe comment. C'est Ok. 2 mois de débat Allez, pour monsieur rien. Lescure, Et la et après, restitution monsieur Méjean. d'aujourd'hui ne fait que le prouver. Vous avez tout en open data.
Donc prenez tout le temps que vous voulez et allez voir si ce que vous venez de dire, d'asséner comme une vérité, est effectivement une vérité ou juste une opinion. L'open data, c'est une lutte des garants contre le gouvernement qui était opposé. Une lutte, c'est une... Si, c'est vrai. Non mais arrêtez de tout questionner, de tout critiquer. C'est un fait, Pascal Perrineau l'a dit. Est-ce qu'on peut, juste une seconde, se féliciter d'un processus inédit? Il a ses défauts. Mais franchement, on n'a jamais fait ça nulle part ailleurs dans le monde. Vous allez pouvoir avoir toutes les données, oui, grâce aux garants qui l'ont proposé. Ils n'ont pas lutté. Si, mais Pascal Perrineau l'a dit. Ils l'ont demandé et le gouvernement l'a accepté. Et je suis tout à fait d'accord. J'aimerais qu'on écoute Éric Coquerel qui, lui, s'exprime sur l'avenir du mouvement des Gilets jaunes. Et je vous passerai la parole ensuite, monsieur Medjan. Il se pourrait fort que la fin du grand débat, de cette grande embrouille, de cette grande propagande corresponde avec un regain de mobilisation sociale dans le pays, parce que le problème reste les mêmes et que, quelles que soient les enquêtes d'opinion, quelles que soient les remontées du terrain, il y a une insatisfaction de la politique menée depuis 1 an et demi. Et a priori, c'est tout l'inverse qu'a cru entendre M. Macron et qu'il veut voir appliquer au pays. Ça m'étonnerait que ça se passe sans encombre. Monsieur Medjan, est-ce que vous prévoyez aussi un regain de tension du côté des Gilets jaunes ? Après, je vais dire quelque chose, ça va pas être populaire, mais moi je suis pas pour taper que sur Emmanuel Macron. C'est pas que sa faute, il y contribue largement. D'accord, mais sur ma question. Maintenant, juste je voulais rebondir sur l'histoire du vase. Non, mais alors sur ma question, juste sur Éric Coquerel qui prévoit un regain de tension et une mobilisation des Gilets jaunes. Donc au sujet du vase, ils peuvent écoper tant qu'ils veulent. Okay. Le vase a débordé. Donc maintenant, on veut plus qu'ils nous écoutent. On veut faire partie, on veut rentrer dans le game. On veut en faire partie. Donc on essaie de porter ce combat sur le terrain démocratique. Le problème, c'est qu'on ne nous laisse pas. Donc pour information, je m'adresse à la direction de CNews. Mercredi, on est disponible. Alors sur France 2, ils ne nous ont pas invités, mais mercredi, on est là. Voilà. Mais vous reprendrez peut-être aux questions. Simplement sur cette affaire de grand débat. Ce qui m'étonne, c'est que sur toutes les revendications qui remontent, elles ne sont pas, elles ne raccordent, si j'ose dire, avec celles qui remontent des sondages pour les européennes. Alors qui se trompe? Le grand débat ou les sondages pour les européennes. Par exemple, le 4e sujet évoqué, je crois pas qu'on aura le temps d'en parler, c'est la transition écologique. Alors, moi, je me demande pourquoi le 2e candidat dans les sondages qui arrive en tête, c'est celui du Rassemblement national et pas Yannick Jadot, si vraiment ce sujet-là... alors que l'immigration arrive finalement dans le fond de cuve. Donc je m'interroge quand même sur la base qui a été interrogée, qui a été sondée, ou qui en tout cas qui a répondu au grand débat. C'était le début de notre débat, effectivement, la représentativité des échantillons de population. C'est un vrai sujet. Je ne fais pas de procès au... Non, mais vous avez raison. C'est pas... à la façon d'analyser les données. Mais... Donc il y a des choses qui sont mieux que le sondage, parce qu'il y a des vraies propositions concrètes plutôt que de leur demander blanc ou noir, oui ou non. Mais c'est vrai que c'est pas un échantillon représentatif. Les gens qui ont répondu aux questions sur l'écologie sont des gens que ça intéresse. Mais il y avait quand même, et ça c'est pour moi le sujet le plus compliqué auquel on va tous devoir faire face, l'urgence. Il faut faire quelque chose, mais on ne veut pas payer d'impôts et on a trop de normes en France. Et ça, c'est le vrai paradoxe de la transition écologique. Et personnellement, je ne sais pas encore comment on va s'en sortir, donc j'attends les décisions. Il faut agir plus que jamais, sans doute au niveau européen, d'où les élections européennes. Allez voter, s'il vous plaît. Mais avec un vrai sujet qui est, on ne veut pas de fiscalité et on ne veut plus de normes. Et ça, c'est compliqué. Karim Zerebi, alors ma question, si vous voulez bien, sur le mouvement des Gilets jaunes. Oui, merci, vous êtes gentil. Vous êtes bien le seul à vouloir répondre à mes questions ce soir, Karim. Non, mais c'est ce que dit Éric Coquerel, qu'à la fin, les gens en auront ras-le-bol et qu'ils ressortiront dans la rue, quoi. Moi, je crois que la colère dépendra de la force des réponses du président de la République, très franchement. Soit il répondra à une partie des Gilets jaunes et de ceux qui sont allés sur les ronds-points. Encore une fois, il faut le rappeler, non pas par plaisir, mais par dépit, par souffrance, par détresse, qui se sont dit à un moment donné, on vote plus, on n'a jamais été adhérent des syndicats, on a travaillé plus de 40 ans, on a des retraites pitoyables, on a du mal à finir les fins de mois, et les gens sortent dans la rue, mais on va y aller, et on va faire entendre notre voix, parce qu'on se dit que c'est plus possible, ça peut plus rester comme ça. S'il réindexe les retraites, s'il envoie des signaux forts donc aux travailleurs pauvres, s'il prend en compte le cri de colère du 17 novembre, donc moi je crois qu'il ne satisfera pas tout le monde, certes, mais il fragmentera un mouvement donc, qui fera que certains diront le président de la République, il n'a pas de baguette magique, mais il a quand même répondu à notre situation. Il nous donne un coup de pouce, il nous a entendus, il a réorienté sa politique, il a fait en sorte effectivement
effectivement que ce qu'il a mis en place depuis 2 ans donc, soit révisé. Il avait plutôt donné le sentiment d'être le président des privilégiés. Il avait attaqué son quinquennat en tapant quand même sur des petits retraités. Il a baissé l'APL. Il avait supprimé une partie de l'ISF. Donc si le président a la force dans sa posture, dans ses mesures, de dire le contraire. Voilà, il l'avait dit lui-même avant le grand débat, plus rien ne sera comme avant. Si ça reste pas c'est ce qu'a redit Édouard Philippe, on ne pourra plus gouverner comme avant, il l'a redit aujourd'hui. Hein. Et si vraiment c'est une réorientation politique sur le fond, je pense qu'il y a une partie des Gilets jaunes qui diront le président nous a entendus. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera satisfait, mais je pense que le mouvement n'aura plus la même puissance. Moi, je crois que Karim a raison, je pense qu'en effet... Quand on écoutait ce matin le Premier ministre, on peut considérer que globalement c'était un peu décevant, qu'on n'a rien appris de totalement révolutionnaire et qu'au fond ce qu'ont dit les Français, on le savait plus ou moins déjà. C'est sans doute pas complètement faux. Et donc rendez-vous avec ce que va nous annoncer le Président de la République dans quelques jours. Mais quand vous regardez le détail du discours, je ne sais pas si vous allez passer un extrait ou pas, le détail du discours et notamment la conclusion du Premier ministre, il fixe une feuille de route, alors après il en fera ce qu'il voudra le président, mais qui est quand même très ambitieuse. Vous l'avez dit, plus rien ne sera fait comme avant, il faut complètement changer notre façon de gouverner, toute frilosité serait une faute impardonnable, j'en passe et les meilleurs. La feuille de route est ambitieuse. Maintenant, moi je condamne pas par avance comme certains, je constate ce que les Français ont dit, j'écoute le Premier ministre et j'attends que le président de la République nous prenne au mot. S'il se plante, c'est celui qui se plantera avec le quinquennat. C'est son problème. J'espère dans l'intérêt du pays qu'il va savoir répondre à tout ça. Il y a beaucoup de choses quand même dans ce qu'ont dit les Français. Un petit mot ? Mais en fait, sur cette question-là des Gilets jaunes, c'est-à-dire que va devenir le mouvement social qui subsiste, même s'il s'est effiloché, qui subsiste. Pour moi, la question centrale, c'est celle du timing et du calendrier qui est posé maintenant. Emmanuel Macron a voulu organiser un grand débat. J'ai, ainsi que plein d'universitaires, critiqué la manière dont ce débat a été mené. Il a eu lieu pendant 2 mois. C'était une bonne chose. Aujourd'hui, on a la restitution. Mais voyons maintenant le calendrier. On nous explique qu'Emmanuel Macron va parler la semaine prochaine. Que peut-être qu'on aura pas encore d'annonces concrètes, qu'il va falloir peut-être encore attendre 1 semaine ou 2 supplémentaires. Ensuite, on a les européennes. Et derrière, et c'est cette annonce qui moi, me glace le sang, Emmanuel Macron nous explique qu'il va égrener ses propositions jusque dans l'été. Il a une responsabilité immense, car enfin, tout le monde sait que si la réponse n'est pas à la hauteur du grand débat. Si à ce grand débat, le gouvernement n'a pas une grande réponse, il ne prend pas la mesure du malaise démocratique et social qu'il y a dans le pays, alors la réponse sociale dans la rue sera terrible. Et à vouloir égrener ainsi les réponses jusqu'à l'été, je ne sais pas si... Ça vous fait craindre ce risque-là? Mais moi, ça me fait craindre qu'à un moment donné, il y ait une résurgence de la colère sociale. Et honnêtement, on ne pourra que la comprendre. Et même, je crois, moi, qu'Emmanuel Macron... Enfin, je crains, j'en sais rien, mais je crains qu'Emmanuel Macron s'amuse un peu avec le calendrier en se disant je vais faire traîner jusqu'à l'été et cet été il n'y aura plus de mobilisation sociale. Mais il y a une responsabilité immense ici. Le président de la République, il ne s'amuse pas avec quoi que ce soit. 2, on peut s'amuser à annoncer ou à prévoir une résurgence du mouvement social. Il va falloir être un peu patient, les mesures vont arriver. Mais moi, ce qu'on est en train de vivre, je suis député des Français d'Amérique du Nord, c'est un peu nos élections de mi-mandat à nous. On a une vraie consultation. Il n'y a pas d'élection en fait. Non, c'est vrai. Il y a des élections européennes. C'est la grosse différence. Je vous le rappelle. Il y a des élections européennes quand même qui vont permettre de se positionner. Un enjeu qui n'est pas exactement un enjeu national. Non, mais qui est quand même un enjeu qui est au cœur de toute notre problématique. Parce que le sujet, c'est pas 3%, c'est transition écologique, compétition et concurrence de l'économie française, protection et sécurité. C'est des sujets qui sont aussi des sujets européens. C'est surtout 60% de... Mais on va sortir de ça avec une feuille de route, M. Dacier l'a dit, et une feuille de route, ça ne s'égrène pas, mais ça ne se met pas en œuvre non plus en 3 jours et demi. Oui, je pense qu'on va avoir derrière une vraie discussion de politique générale, y compris au Parlement qui va retrouver son rôle, et on va donner une feuille de route pour les 3 ans qui viennent. Est-ce qu'il l'avait perdu, le Parlement ? Non, mais je crois au contraire que c'est bien... C'est vrai. Non, mais attendez juste une seconde là-dessus, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y avait personne dans l'hémicycle la semaine dernière. Oui, on a eu un exercice de démocratie directe. Effectivement, le Parlement, il faut que le Parlement il a été un peu en retrait. Se remette au boulot. Et c'est normal. Un dernier mot, M. Medjean. On y retourne. C'est parce qu'on aime notre pays et parce qu'on aime les Français et parce qu'on a peur de ce qui va arriver, parce qu'on sait que les Français vont être déçus, qu'on a décidé de jouer le jeu démocratique. Et on voudrait que les gens nous aident. Et je voudrais que les médias ne se fassent pas complices du déni de démocratie qui est en train d'avoir lieu
on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'être invité pendant les débats contradictoires. On a une liste, on a un financement, on va y aller. Très bien. Eh ben, rendez-vous le 3 mai pour le dépôt des listes. Non, ce sera juste après le journal de Patrice Boisfer sur CNews. C'est parti pour Patrice.